Bonjour à tous et toutes et bienvenue au Good Morning Trading. Je suis ravi de vous retrouver après une convalescence de quelques jours pour raison de santé. Bah écoutez, maintenant tout va bien. Je suis presque en pleine forme, en tout cas ravi de vous retrouver, puis de me retrouver devant mes écrans pour vous faire le Good Morning Trading et puis pour pouvoir bien surveiller la bourse aujourd'hui, d'autant plus qu'on a une activité assez importante, hein. On a l'indice, pardon, on a l'indice ZOO à 11 heures, donc l'indice de sentiment des investisseurs allemands qui est attendu en légère baisse. Donc à 11 heures, ça pourrait peut-être un tout petit peu bouger. Et puis surtout, on a des interventions publiques de plusieurs dirigeants importants. On a Christine Lagarde pour la BCE à partir de 15 heures. Et puis Jérôme Powell pour la Fed et Andrew Bailey pour la Banque d'Angleterre. On n'a pas forcément les horaires extrêmement précis de leurs interventions, mais cet après-midi, en tout cas, on a toutes ces grandes personnes qui parlent dans un contexte très 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 particulier, puisqu'on a eu quelques minutes avant, alors qu'on battait des records à nouveau historiques sur les marchés, on a eu dans les dernières minutes de cotation aux États-Unis le rapport semestriel sur la stabilité financière. C'est un rapport que nous fait la Fed chaque semestre. Et la Fed, Jérôme Powell, explique toutes ses craintes et liste tous les risques systémiques presque du marché, et ils sont quand même assez pessimistes. Alors c'est pour ça que j'ai marqué en sous-titre la Fed avertit entre parenthèses couverture. Si jamais on a un krach financier dans les prochains mois ou de gros problèmes, la Fed pourra dire écoutez, j'avais prévenu les marchés financiers, les investisseurs sont des gens irresponsables, ils ne nous ont pas écoutés. Donc là je vais vous lister un petit peu tous les dangers qui nous guettent, toutes les craintes de la Fed. Alors elle a notamment une crainte, c'est la première fois qu'elle marque d'une accélération durable de l'inflation. Ça veut dire donc du coup remonter des taux, bien entendu, et là le marché action indice risque d'en pâtir. Donc accélération durable de l'inflation, donc ça veut dire un resserrement des politiques monétaires, ils vont être beaucoup moins cool. C'est vraiment les principales priorités, préoccupations en tout cas de la Fed. Deuxième préoccupation de la Fed, elle souligne dans son rapport qu'on a certaines catégories d'actifs qui paraissent en mode bulle, c'est-à-dire que notamment par exemple dans l'immobilier, la Fed a souligné l'immobilier en disant que le coût d'acquisition à l'heure actuelle, il y a une forte accélération notamment au mois de mai des prix de l'immobilier, et c'est en décorrélation avec l'augmentation des loyers. Donc cela veut nous dire quoi? Pas que l'immobilier est peut-être sur une bulle, va être de moins en moins intéressant, en tout cas financièrement, puisque si on achète beaucoup plus cher mais que les loyers n'augmentent pas, tout simplement, les loyers vont avoir du mal à augmenter si on a une inflation, parce que les gens ne peuvent pas payer de partout sans être augmentés. On risque d'avoir des gens qui vont lâcher leur patrimoine immobilier pour encaisser, et puis aussi vendre eux-mêmes leur propre patrimoine immobilier. C'est le grand classique quand on a beaucoup d'inflation, pour faire rentrer du cash. C'est là où on vend les maisons, résidences secondaires de famille, de l'arrière-grand-mère Clémentine, pour faire rentrer du cash frais, pour pouvoir lutter entre guillemets contre l'inflation. Je vous rappelle que l'inflation, cela ronge tel un cancer le pouvoir d'achat des entreprises, enfin le pouvoir d'achat des particuliers, les bénéfices, les marges des entreprises. Donc on a souvent ce phénomène-là, on va vendre les bas de laine, et les premières choses qui sont vendues, c'est l'immobilier. On l'a vu très bien en France ces dernières années. Dès qu'on a une crise,
ce sont les biens finalement qui coûtent de l'argent, où on ne va pas très très souvent dans la maison en Auvergne 2 fois par an de l'arrière-grand-mère. Bon, on va la mettre en vente, ça nous fera des dépenses en moins. On se sentira peut-être plus obligé d'aller 2 fois par an entretenir la maison pendant les vacances, et ça fait surtout rentrer du cash. Donc la Fed exprime des inquiétudes aussi à ce niveau-là, et elle pointe particulièrement le secteur immobilier, en tout cas aux États-Unis. Et la troisième chose qui fait fort peur à la Fed, c'est l'immobilier chinois. À Hong Kong, on a eu un second promoteur immobilier dont le cours des actions ont été suspendus hier, donc c'est pas bon signe. Evergrande doit toujours 260 milliards. Chaque semaine, ils réussissent à rembourser leurs créanciers à coût de 10, 15, 20, 30 millions, mais ils remboursent que les intérêts. Donc la Fed souligne ça. C'est la première fois qu'elle le marque de manière aussi importante, en disant que l'immobilier chinois, la faillite d'Evergrande et d'autres acteurs du secteur immobilier chinois pourraient fragiliser formidablement la stabilité financière de la Chine, et par conséquence, avec l'interrelation de toutes les économies, avoir des conséquences entre guillemets inattendues sur d'autres poids lourds, par exemple financiers. On peut avoir une banque européenne qui aurait beaucoup prêté d'argent à Evergrande, qui se retrouverait avec une ardoise et qui pourrait être elle-même en difficulté, etc., etc. Donc on sent que la Fed, là, alors qu'on battait un record de tous les temps sur de nombreux indices, que ce soit européens, américains, la Fed douche un petit peu. Alors on est en baisse légèrement de moins 0,20% sur à peu près toutes les places, tous les indices futurs américains et européens. Mais en tout cas, avec ce rapport, la Fed pourra dire, entre guillemets, je vous ai prévenu, et c'est pour ça que j'ai marqué couverture. Elle se couvre, entre guillemets, même si personne ne peut savoir quand il y aura un crack ou un mouvement extrêmement fort de baisse sur les marchés. Et vous voyez bien, je ne vous dis pas si il y aura, je vous dis quand il y aura. Voilà, après le beau temps, la pluie, après la pluie, le beau temps. Je vous invite à lire la bande dessinée du devin d'Astérix. Tout le monde sait qu'après une décennie de croissance absolue, la plus forte croissance de tous les temps que l'on a eu en bourse, on aura forcément une phase de baisse. Après, bien malin qui pourra dire si c'est dans 48 heures, dans 2 mois, dans deux trimestres ou dans 2 semestres, on ne sait pas. Personne ne prévoit l'avenir à ce jour. L'être humain essaye depuis 50 000 ans, mais bon, les résultats sont assez médiocres a priori. Donc voilà, on a cette chape de plomb, on le sait, je vous le répète, il faut vivre avec. En tout cas, les marchés se sont bien comportés hier. C'est tout l'avantage du day trader, c'est-à-dire qu'il pense journée après journée, et il ne prend pas des positions en se disant dans un temps que je ne connais pas, 2 semaines, 2 mois, 2 ans, il va se passer un crack ou la fin du monde. Ça, on laisse ces préoccupations aux gens qui ne peuvent pas sortir rapidement sur les marchés, qui ne peuvent pas repartir dans l'autre sens. Donc là, c'est plus des considérations et des problèmes pour Warren Buffett. S'il sort ses positions, il y en a pour plusieurs mois, plusieurs trimestres pour pouvoir sortir ses positions. Nous, on sort nos positions en un clic, en 2 secondes, on repart dans l'autre sens. Et entre guillemets, par rapport à nos portefeuilles, il y a un autre style de gestion pour 99,999% des traders particuliers. Ça ne nous concerne absolument pas, ces craintes. Nous, on a cette capacité de réaction instantanée, et c'est notre très grande force. On ne s'en rend pas compte, mais on peut faire un 180 degrés quand on le souhaite, et donc changer totalement de pied, et non un 360 degrés, comme je l'ai entendu hier dans L'amour et dans le pré. Si on fait un 360 degrés, on ne change pas, on est exactement au même endroit. Bon, voilà, cette petite anecdote, ça m'avait amusé hier. Pourquoi on a progressé hier? On a eu des bonnes nouvelles, hein, notamment on a eu lundi des chiffres meilleurs qu'attendus du commerce extérieur chinois. Donc ouf,
c'est bon, ils exportent, ça veut dire que le système économique fonctionne bien, mais bon, s'il fonctionne un peu trop bien, on a de l'inflation, donc ça va devenir négatif. Et puis on a l'adoption par le Congrès américain, donc du fameux plan Biden pour les infrastructures. Euh, donc là, c'est très 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 bonne nouvelle. On a donc les secteurs de l'industrie qui ont pris aux États-Unis presque 0,39% et les matériaux ont pris plus 1,20%. Je ne sais plus si c'est 1,20 ou 1,23, en tout cas plus que 1,20%. Donc ça a soutenu cette dynamique positive malgré les nuages noirs qui s'accumulent. Et c'est très important, c'est pour ça que je prends du temps pour vous en parler. La Fed est très négatif dans son rapport. Alors, c'est son rôle de souligner les problèmes, mais là, vraiment, elle insiste vraiment dessus. Notre décennie de croissance infinie des marchés financiers pourrait caler, je ne dirais pas s'arrêter, mais en tout cas caler en 2022. On sent vraiment ce poids-là très largement dans le rapport de la Fed. On va passer à l'analyse technique et on va passer maintenant en mode day by day, jour après jour. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, à mettre des petits pouces, à en parler autour de vous. C'est d'autant plus que c'est une chaîne qui est en direct et je crois que c'est suffisamment rare pour le signaler. On attaque l'analyse, on est donc sur le CAC 40. Alors, CAC 40, comme vous le voyez vendredi, on a attaqué les plus hauts historiques de tous les temps. On s'est bien comporté hier. On a un petit peu baissé, mais après avoir touché le plus haut historique, c'est un petit peu normal, hein. Vous voyez là ici à l'ouverture, hop, ici on a été sur les plus hauts historiques de tous les temps, juste avant l'ouverture des marchés américains. Puis on a eu un petit reflux et puis la petite baisse que l'on a là, bah, pardon, je vais retrouver, c'est Jérôme Powell, voilà, c'est le rapport anxiogène, on va dire, de la Fed. Qui est tombé quelques minutes avant la clôture. Donc voilà, on a l'ensemble des marchés qui baissent un petit peu, mais on n'est pas du tout en mode panique, hein. On est sur les plus hauts historiques et on baisse de moins 0,15 à moins 0,20%. Autant dire rien du tout. Mais c'est peut-être ça qui est finalement le plus inquiétant, c'est que les marchés ne prennent pas en compte les avertissements de la Fed. Alors c'est un grand classique, hein. C'est un grand classique, c'est un petit peu le principe du réchauffement climatique, on nous en parle tous les jours, on sait qu'il y a un réchauffement climatique, on sait que ça va être catastrophique, blablabla. Mais voilà, on se sent concerné qu'on va manifester le samedi, et puis le dimanche, on en parle encore parce qu'on a été manifesté, on raconte sa manif, et puis le lundi, on prend sa bagnole, son 4x4 pour aller au boulot. Voilà, il y a un côté où on n'a pas d'infraction du réel. On nous en parle, on sait, on dit oui, mais tant que ça ne nous arrive pas en pleine face, qu'on ne se prend pas la porte, qu'on ne se prend pas le poteau en pleine face, comme dirait Lacan, voilà, ça paraît toujours un petit peu loin. Et c'est exactement la même chose pour les marchés financiers. La Fed peut avertir. Oui, c'est vrai. Ah oui. Et bon, bah, ça continue quand même globalement à bien se tenir parce que ça nous paraît toujours entre guillemets loin. Donc on a un CAC 40 à 7000, on a un DAX 40 au-dessus de 16 000. Je l'ai connu à 5000, hein, c'est quand même hallucinant. L'Eurostock presque au-dessus des 4300. Le Dow Jones au-dessus des 36 000, le Nasdaq au-dessus des 16 000, et qui a doublé très largement le DAX 40. On n'aurait jamais pu dire ça il y a 10 ans en arrière. Mais voilà, c'est l'état actuel de la bourse, des marchés financiers. Exubérance, certes, irrationnelle depuis 10 ans, non, parce que les marchés ont raison depuis 10 ans de monter. Et puis en sachant qu'ils peuvent
perdre une année ou 2 années de progression en bourse en quelques jours, en quelques semaines en tout cas. Donc c'est peut-être ce qui nous attend en 2022. En tout cas, la Fed avertit, la Fed se couvre, on ne peut pas dire qu'on ne sera pas au courant, mais voilà, si on se met à vendre au maximum à découvert maintenant, on peut aussi se retrouver totalement anéanti. Je vous montre ceux qui ont ne serait-ce que vendu à une époque fort lointaine maintenant sur les 6500 sur le CAC 40, ils se sont fait massacrer. Donc voilà, mais ne vous en faites pas, il y aura toujours des prophètes qui vous diront je vous l'avais dit, bien sûr, tout le monde le dit, que les marchés vont baisser, la seule chose c'est le timing. Donc voilà, et d'autant plus qu'on peut avoir comme ça là des petites baisses larvées et puis ne pas avoir un moins 8% par exemple ou un moins 5% sur une journée qui se répète, et comme ça on rentre sur un marché larvé et puis finalement là pareil on ne voit pas trop la baisse parce qu'il n'y a pas de violence. Mais est-ce que les marchés là peuvent être soutenus? Pourquoi? Parce qu'on a le fameux Black Friday à la fin du mois. Et ça, c'est un super indicateur qui est extrêmement suivi pour voir si le trimestre va être très bon, si le 4e trimestre va être très bon pour les entreprises américaines. Pourquoi? Parce qu'après le Black Friday, on a notamment beaucoup d'entreprises qui communiquent sur leurs résultats de vente, etc. On a Walmart, on a les plus gros vendeurs américains qui vont communiquer dessus. On a Amazon et on a surtout Visa et Mastercard qui communiquent sur le volume de transactions durant le Black Friday. Et ce que tout le monde attend d'année en année, c'est que chaque année on a un record du nombre de transactions. Alors le nombre c'est important. Après, ce qui est encore plus important, c'est le panier moyen de dépenses par carte bleue durant cette période, mais ça donne une super indication. Si le panier moyen a augmenté, si le nombre de transactions a encore explosé chez Visa et Mastercard, ça veut dire que les trimestriels d'Amazon et des marchands de jouets et de plein de secteurs risquent d'être bons. Donc ça, c'est un indicateur qui est très suivi. Donc faut faire attention à la fin du mois qu'on a les résultats qui tombent, c'est là où ça peut secouer un petit peu, d'autant plus qu'on n'aura plus de résultats d'entreprises qui viennent alimenter et soutenir la cote en permanence. Voilà. Sur le DAX 40, on a à peu près un profil, voilà, qui est lui un petit peu plus différent, puisque si on est sur le CAC 40, ça fait plusieurs semaines que je vous le dis, record historique du CAC 40 lundi 8 novembre hier. Sur le DAX on en est loin. Alors il se tient bien, on voit qu'il se tient bien, il stagne depuis le début du mois. Et là, il a été chercher son point bas, son range bas, et on a eu un petit rebond dans la nuit sur ce range. Il est venu sauver les 16 000 points. Bon, c'est bien, mais je sens pas un dynamisme, une énergie folle sur le DAX 40. Donc si les indices se mettaient à baisser de manière sérieuse, ce serait à mon avis l'élément le plus faible de la bande européenne en ce moment. Et on voit qu'on a quand même une petite hésitation, puisque sur l'Eurostoxx 50, qui est les 50 plus grosses capitalisations européenne, on a une baisse qui est un petit peu plus marquée. Alors attention, quand je dis une baisse, on n'a même pas perdu 1% par rapport au plus haut historique de tous les temps. On a perdu 30 points, on a perdu moins 0,66, mais en tout cas je trouve que c'est un petit signe qu'on voit que les poids lourds baissent un petit peu plus que les indices, on va dire, de référence européens. Voilà, donc peut-être que la Fed va permettre à certains gérants de sortir un petit peu et d'être un petit peu plus prudents. Sur les indices américains, ici le Dow Jones, écoutez, tout va bien, on s'est battu un record de tous les temps, on est quasiment habitué, c'est presque tous les jours. Vous avez ici record de tous les temps vendredi dernier, lundi, hier, record de tous les temps. Alors ce qui est intéressant, regardez bien,
c'est que les records de tous les temps sur le Dow Jones se font sur la bougie de 15h à 16h sur mon graphique, donc c'est à l'ouverture, c'est-à-dire qu'on a une très belle accélération et ensuite on se prend une petite baffe. On a eu ce mouvement lundi, vendredi, on a eu exactement le même mouvement hier lundi. On a accéléré sur l'ouverture, record de tous les temps, et puis on se prend une petite baffe. Enfin, on va dire c'est vraiment un petit, c'est même pas une gifle, hein, c'est un léger soufflet, mais en tout cas ça montre que dès qu'on bat le record historique, dès qu'on repasse vraiment au-dessus sur le Dow Jones, qu'on a moins d'acheteurs en tout cas, et quelques prises de bénéfices ou quelques vendeurs qui commencent à faire redescendre un petit peu. Alors je dis bien un petit peu, mais en tout cas on n'a pas depuis 72 heures, on n'a pas cette accélération folle non-stop où rien ne l'arrête. On a la première poussée, si j'ose dire, qui manque d'énergie, et puis ensuite ça dégringole, ça baisse très 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 doucement. Donc ça, on peut commencer à voir un signe peut-être de calage, en tout cas avant de parler bien sûr de forte baisse, parce que là on en est loin d'être en forte baisse à moins 0,14, mais peut-être un début de calage. En tout cas, gardez bien ça à l'esprit à l'ouverture, peut-être aujourd'hui, si on bat à nouveau un record historique ou si on s'en rapproche, voilà, ne pas se précipiter parce qu'on a une phase de baisse. Ensuite, on monte grosso modo sur une demi-heure, et puis on a une phase de baisse très lente, mais qui dure ensuite 6 heures quand même. Le Nasdaq, alors le Nasdaq, hop. Pour le Nasdaq, lui, il va plutôt bien. Alors, on voit qu'il a quand même bien encaissé l'annonce d'Elon Musk, comme quoi il allait vendre 10% de Tesla. Je ne vous dis pas le fait qu'il le fasse voter sur Twitter en faisant croire à l'illusion d'une démocratie, enfin même pas d'une démocratie, d'une tyrannie populiste numérique. Il connaissait déjà les résultats, donc voilà, à un moment, faut assumer ses choix et pas dire ah bah non, ce sont les internautes qui l'ont décidé, donc je suis... Il y a vraiment un côté, je trouve, assez écœurant à la manœuvre, et puis comment faire parler de lui, bien sûr, c'est après la super hausse de Tesla qui veut encaisser ses bénéfices. Bon, bah voilà, qu'ils le disent, ses actions lui appartiennent, il a le droit d'encaisser son argent pour en faire autre chose. Il n'y a aucun souci, mais il ne faut pas se réfugier sous l'apparence. C'est pas moi qui décide, je fais un sondage sur Twitter et ce sont les gens qui me suivent qui décident. Là, on est sur du Donald Trump, mais puissance 100 au niveau de la manipulation des masses, hein, quand même. Donc, le Nasdaq, plutôt bien aussi. Est-ce qu'on va encore nous faire... Il n'a pas fait un record historique de tous les temps hier. Il était un petit peu moins en forme que le Dow Jones. Le Dow Jones a fait ce record parce que je vous l'ai dit, on a le plan Biden d'infrastructure qui a été voté. Donc le secteur des matériaux, tout ça a fortement progressé. Et ça a poussé forcément le Dow Jones qui est industriel et plus sensible à ce type de plan et de vote, parce qu'ils vont en profiter directement. Et c'est toute l'intelligence du plan Biden, c'est que l'argent reste aux États-Unis, et pour les entreprises, peut-être pas forcément américaines, mais ce sera en tout cas des entreprises étrangères qui vont faire travailler sur place des gens, donc des Américains. Donc l'argent reste aux États-Unis, quoi qu'il arrive, et c'est positif, et d'autant plus si ce sont des entreprises étrangères, ce sont des filiales qui feront travailler des Américains et qui paieront des impôts sur les bénéfices qu'ils auront gagnés. Donc on récupère une partie de la somme. Nasdaq aussi, donc moi j'attendrai plutôt un repli, hein, vous avez compris. Ça me gêne beaucoup d'acheter sur des plus hauts historiques. Un repli, je serais presque shorter, je dis bien presque. En tout cas, sur le Dow Jones, si on rebat à nouveau un record historique, qu'on s'envole et tout, j'y penserai. Sur le Nasdaq,
un petit peu moins. Et voilà, on commence un range, on va voir ce que ça donne. C'est difficile d'avoir de la lisibilité, je trouve. Pour le Russell, même chose, hein, on a eu le Russell record historique de tous les temps. Donc là, on a aussi appuyé par le plan Biden, hein, puisque sur les 2000 entreprises du Russell, on a entre guillemets des petites PME américaines qui sont des multinationales pour beaucoup d'autres pays, qui vont profiter de ce plan de développement, de rénovation des infrastructures, des 1000 milliards qui sont injectés directement dans l'économie américaine. C'est très keynésien, c'est un plan de relance par l'activité, c'est un plan de relance qui est malin, mais qui est aussi généralement porteur d'inflation en lui-même. Voilà, alors ça, on va voir ça dans les prochains mois, une inflation mondiale, possible inflation avec ces injections de liquidités massives aux États-Unis, ça pourrait renforcer l'inflation aux États-Unis, et donc, coup de bâton, la Fed qui se fâche, non, la Fed qui est dans son mandat et qui remonte les taux pour empêcher d'avoir une inflation trop importante ou trop galopante, puisque j'insiste bien, hein, on peut avoir l'illusion que l'inflation est positive. Elle est positive juste pour un seul tenant de l'économie. L'inflation, ce sont les États endettés, puisque ça leur permet de rembourser, si vous avez 5% d'inflation par an, si vous remboursez sur 10 ans, à la fin de la 10e année, vous remboursez un peu ce qu'on appelle en monnaie de singe. Mais par contre, pour les entreprises, c'est pas bon, pour les particuliers, c'est pas bon. Voilà, il y a juste pour les personnes, les États endettés, c'est-à-dire à peu près tous les États au monde, et les États super endettés, ça peut être intéressant, cette inflation, mais il ne faut pas que les taux d'intérêt montent trop non plus. C'est-à-dire que c'est intéressant s'ils arrêtent de s'endetter. Voilà. Mais s'ils continuent à emprunter, comme les taux vont monter, ils vont emprunter plus cher. Donc ça peut avoir un effet à 180 degrés et pas à 360 degrés. Mais voilà, on est dans cette situation-là un petit peu difficile, c'est-à-dire que grosso modo, on a eu la chance d'avoir, si j'ose dire, une chance, la crise du Covid avec des taux quasiment à zéro ou négatifs. Donc ça a permis de payer et de soutenir les économies, que tout ne s'effondre pas. Et on voit d'ailleurs, on a plutôt beaucoup de chômeurs en moins que 1 ou 2 millions de chômeurs en plus, comme on pouvait nous l'annoncer de manière apocalyptique. Et j'avais déjà dit bien avant que ça me paraissait totalement démentiel de penser ça, mais je vous ai dit, le but, c'est d'angoisser les gens pour faire de l'audience. Et donc, si on leur dit, une sortie de crise, il n'y en aura pas, il n'y a pas de souci, ça n'angoisse pas les gens, et ils ne regardent pas la télé, ils ne sont pas sur Twitter à chercher des tweets négatifs et anxiogènes, et donc les médias ne gagnent pas d'argent. Voilà, n'oublie jamais, le fonds de commerce de toute forme de médias, télévision, internet, etc., c'est l'angoisse. Si je voulais que ma chaîne YouTube dépasse sans problème les 100 000 ou 150 000 personnes, il me suffisait de tenir un discours anxiogène, la fin de la zone euro, la fin du monde, etc. Et vous attirez beaucoup plus de monde que d'avoir un discours pondéré et rationnel. Voilà, donc je favorise pas l'anxiété, donc je favorise pas ma chaîne YouTube non plus. Ce qui marche le mieux, c'est la fin du monde, l'écroulement du système, le crack, la fin de la bulle internet, la fin du monde, la fin des crypto-monnaies. Alors, vous faites des vidéos comme ça et vous avez 10 fois plus de monde qui regarde. Ça en dit beaucoup sur la nature humaine, hein, quand même. Sur le S&P 500, même chose, hein, on dirait exactement le Russell 2000, on baisse un tout petit peu, on a été chercher le début de semaine, le range bas dans la nuit. Bon, il n'y a pas de mouvement de panique, il n'y a rien de particulier. Ça risque d'être une journée un petit peu compliquée à trader. Je vous indique qu'on a les big boss qui parlent, donc faites attention cet après-midi, on peut avoir des mouvements un peu brusques sur une déclaration ou
de Christine Lagarde. Bon, généralement ou de Jérôme Powell, mais généralement leurs discours sont bien calibrés et ils évitent d'être trop anxiogènes. Donc là, en théorie, on a eu le côté anxiogène qui arrivait avec le rapport semestriel de la Fed, et derrière Powell reprend le discours et donne généralement quelques lumières pour rassurer les marchés. Voilà, je vais arrêter là. Pour les membres de mon école, demain on va retester le Good Morning Premium, donc les flux complémentaires. Quand je couperai YouTube, ça devrait continuer. On va recommencer les tests. Bon, comme l'école ouvre en janvier, on a encore le temps pour que ce soit optimum au possible. Je vous remercie de votre attention, fidélité. Je ne peux pas vous en dire plus que cela. C'est un marché qui est pour le moment attentiste, toujours haussier. Il suffit de regarder, je vous remonte là rapidement, le S&P 500 qui nous monte depuis quasiment un mois en ligne droite, en bougie Elkinashi parfaite, et c'est valable pour tous les indices. On a le CAC 40 qui lui monte en non-stop depuis 3 semaines sans brancher en bouquin Elkinashi. Voilà. Par contre, on a quand même la Fed qui vient de dire attention, attention, attention. Et je pense qu'on risque de reparler de l'immobilier chinois, puisqu'on a un deuxième promoteur immobilier suspendu à Hong Kong, alors de taille beaucoup plus modeste qu'Evergrande. Mais on peut avoir peur de la théorie des dominos. Quand vous en avez un qui tombe, ça fragilise un peu tout le système financier immobilier chinois, qui on n'a pas besoin en ce moment. Donc attention à la théorie des dominos. On rentre quand même dans une phase beaucoup moins facile pour trader. Tout n'est pas rose. Et puis on ne peut pas vous dire qu'on n'a pas été prévenu, puisque la Fed s'est couverte en nous prévenant que attention, c'est risqué. Voilà, sur ce, après vous avoir averti d'être prudent pour cette journée, après que la Fed nous ait averti qu'il va falloir être prudent pour les prochains mois, les prochains trimestres pour trader, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une belle journée de trading, et je vous en fais 3, parce qu'après, quand même, cette accumulation de semi-mauvaises nouvelles, un petit peu chafouine, on va se purifier. Oh, raté celui-là. Oh, encore. C'est pas bon signe, ça va être rouge aujourd'hui. Portez-vous bien et à demain pour le Good Morning Trading en direct. Toujours, ciao à vous.